mieux vaut opposer aux ennemis de la liberté la coalition des hommes libres, poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. S'apprête à revenir au pays après 29 ans de lutte en exil pour devenir un parti politique. C'est ce qu'a annoncé samedi à Nouakchott le responsable de la jeunesse de ce mouvement négro-mauritanien. Ouane Mamoudou, qui s'exprimait au cours d'un point de presse, a révélé que les membres, je cite, du mouvement en exil vont rentrer sous peu au terroir pour se battre de l'intérieur dans le cadre d'un parti politique que les Flammes vont bientôt mettre en place. Fin de citation. Faisant remarquer que toutes les conditions ne sont pas réunis, il a noté tout de même certaines avancées, notamment le retour d'une grande partie des déportés et le premier pas franchi par l'ex-président Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qui, en rencontrant le président des Flammes, Monsieur Samba Thiam, Monsieur Wan a indiqué que depuis sa création en mars 1983, les Flammes se battent, je cite, pour une Mauritanie égalitaire dans laquelle les citoyens jouissent des mêmes droits et pour l'éradication de l'esclavage. Et pour commenter cette information, Ayo, nous avons Monsieur Hanoun Dicko au téléphone. Hanoun Dicko est un acteur, bien sûr, pour ce qui est de la lutte pour l'égalité en Mauritanie, qui d'ailleurs anime un blog qui est très très riche et très visité. Monsieur Hanoun, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le 91.5 de Radio Pluriel. Alors, quelle réaction d'abord avez-vous à faire par rapport à cette volonté des Flammes de revenir en tant qu'un parti politique reconnu au pays pour continuer la lutte? Oui, je voudrais juste me présenter quelques secondes. Oui. Donc, c'est Hanoun Dicko. Je suis membre de l'association des Haratines de Mauritanie en Europe, dont le siège social se trouve à Clichy-sous-Bois. Nous combattons l'esclavage, le racisme, et nous dénonçons toutes sortes d'injustices, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs. Donc voilà, et nos objectifs, c'est l'abolition effective et l'émancipation des esclaves, ou des anciens esclaves. Donc je reviens à votre question. Tout d'abord, les Flammes, je suis un grand sympathisant des Flammes, n'étant pas militant au sein de ce mouvement, mais je pense que cette annonce n'est pas seulement un effet de bombe, mais c'est un effet qui va vers la concrétisation de toutes les souffrances que les Noirs ont vécues. Parce que les Flammes ont été quand même parmi l'organisation la plus virulente qui a combattu la dictature de Ould Sid Ahmed Taya, et ce qui s'est soldé par des déportations massives, par des exécutions extrajudiciaires, par des exécutions sommaires, et s'est soldé aussi par une chasse à l'homme ouverte contre les mouvements, contre les militants des mouvements de forces de libération africaines qui sont les Flammes. Et aujourd'hui, s'ils se redéploient dans les pays, nous ne pouvons que se réjouir et saluer cette volonté manifeste de venir sur le terrain pour dénoncer, assister, surtout éduquer, parce que quand même ils ont fait un travail remarquable de communication, de diffusion de l'information, de dénonciation qui a abouti que les autorités mauritaniennes ont non seulement cessé de tuer gratuitement, de tuer impunément, de déporter, mais aussi qui ont amené le pouvoir dictatorial de l'époque, qui était très très virulent, qui était très sanguinaire, à imposer à l'Occident de lui imposer une sorte de démocratie, même si elle était de façade, et qui a conduit à sa chute. Donc les Flammes, c'est un grand mouvement qui est né dans la douleur, parce qu'ils ont perdu énormément du monde, ils ont perdu des grands intellectuels, ils ont perdu ce qui les sont les plus chers, mais malgré tout, c'est un mouvement qui est là, qui résiste, qui refuse l'inégalité, qui ne cautionne pas du tout les pouvoirs, les différents pouvoirs militaires morts. Alors, Hanoun Dicko, excusez-moi, est-ce que ça veut dire que finalement les Flammes ont compris que l'aboutissement de leur combat n'est pas dans la lutte armée ou la clandestinité? Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ceux qui n'ont pas, en devenant un parti politique, ceux qui n'ont pas pu obtenir en tant que mouvement clandestin et de contre-attaque?
Je ne peux pas confirmer s'ils veulent devenir un parti politique ou pas. Tout ce que je sais, c'est que les Flammes, à ma connaissance, selon ce que je sais, à mon niveau, n'ont jamais voulu, n'ont jamais cherché à mettre la Mauritanie à feu, à sang. Ça, c'est selon à ma connaissance. J'ai des relations quand même très amicales avec les responsables. Les Flammes a toujours refusé de cautionner que les pays soient déstabilisés. Et je sais qu'ils ont eu des propositions d'éventuels pays qu'ils étaient prêts à les armer, à aller attaquer le pays pour en découdre avec les systèmes racistes qui est en place. Mais c'est des gens qui sont très posés. Ils ont toujours réfléchi mûrement avant de prendre des décisions. Je pense que c'est plus des démocrates. C'est plus des hommes de culture et d'une très grande valeur qui dirigent ce mouvement et qui n'ont jamais accepté que les pays soient dirigés vers une guerre civile comme l'a voulu toujours les différents régimes racistes qui ont occupé. Ils ont toujours voulu dresser une communauté contre l'autre, c'est-à-dire celui des Arabo-Berbères contre les Noirs. Voilà, ça les Flammes a toujours existé. Tout à l'heure, vous avez présenté la structure dans laquelle vous militez et puis je rappelle le blog c'est http://haratin.blogspot.com. Alors quelle est la situation aujourd'hui de ces haratines là en Mauritanie? Oui, d'abord j'explique qu'est-ce que c'est les haratines. Beaucoup de gens ne comprennent pas d'où vient ce mot, qu'est-ce que ça signifie. Les haratines, cela veut dire affranchi. On affranchit. Les haratines, c'est quand même à peu près 47 et 50% de la population. Donc les haratines, ce sont ceux qui sont victimes essentiellement de l'esclavage arabo-berbère. Ces haratines-là aujourd'hui, qu'ils soient libres, entre guillemets, ou qu'ils soient encore esclaves à l'état naturel, sont toujours restés esclaves des Arabo-Berbères et qui les exploitent, qui n'ont aucun droit, qui n'ont même pas qu'on ne prenne même pas comme si ils font partie intégrante de l'humanité, de l'humain. On les considère comme des animaux corvéables à la merci, et puis c'est des gens qui sont quand même très résistants, qui croient aussi parce que tout simplement ils sont ignorants que si ils désobéissent à leur maître, qu'ils iront peut-être en enfer. Voilà. Cette population. Et vous dites que vous essayez de sortir ces gens-là. Quelles sont les actions concrètes que vous menez pour pouvoir contribuer à mettre fin à ce système? Nos actions concrètes, je pense que sont très visibles. À l'extérieur, nous menons une campagne très visible. À l'extérieur, nous menons une campagne de sensibilisation. L'association des Haratines de Mauritanie en Europe a été créée seulement en 2001, en juillet 2001. Je pense qu'avant juillet 2001, pratiquement personne n'en parlait de cette question. Et aujourd'hui, au niveau sur la scène internationale, je pense qu'il est rare d'ouvrir une page nette sans voir quand même les problèmes qui se passent en Mauritanie, en ce qui concerne la question des haratines. Nos actions qui se passent à l'intérieur, c'est que nous soutenons nos camarades qui sont à l'intérieur, par exemple, qui sont là, qui sont face à un pouvoir qui ne fait pas entendre parler de la question, de la problématique de l'esclavage. C'est le cas en ce moment même, là où nous parlons, on est en train de se battre pour essayer de libérer nos camarades qui sont incarcérés arbitrairement depuis le 28 avril dernier, suite à l'incinération d'un livre du rite malikite. Ce livre est considéré comme la charia, c'est-à-dire la loi islamique en Mauritanie, et c'est un livre qui cautionne les faits de l'esclave. C'est un livre qui réduit l'esclave à un état de bon à rien. Le maître peut se servir de son esclave autant qu'il veut. Le maître peut servir
de la femme, de son esclave, tant qu'il veut. Et le maître a même droit de vendre une partie de son esclave. Bien sûr. Alors, oui. C'est extrêmement grave. Ce que vous dites est tout à fait raison, d'autant plus que, je suis actuellement une étudiante qui est à l'université de Nouakchott, qui a fait un travail de mémoire que je suis. Et quand elle a décrit les conditions que vous venez de décrire dans son mémoire, je l'ai appelée carrément pour lui demander est-ce que ce qu'elle a dit est vrai. Et là, tout à fait, elle m'a dit justement que le livre en question, qui prenait cela, et cela traduit la situation difficile que une partie de la population mauritanienne est en train de subir, parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et que c'est pas facile à éradiquer. Alors, je vous propose à nous de faire une petite pause avec des jeunes que vous connaissez. Ensuite, on revient après ça. Jamin Teki Sonja Hems représenté par Maxi Revolution. Pluriel Airlines vous propose toutes les plus belles destinations soleil. Hey, touche pas à ma nationalité. Touche pas à ma nationalité. Comment mon pays échappera-t-il au rôle dirigeant, dominateur de l'argent d'une jeunesse collée d'étiquettes sans couleur? Rim kokobora, nene fo penale de ngasata, nene nulbini, jone nu yurmini, chaloden lumwana, sidi lady ndi bona, bida kalam do miskinebe, adana ganya miskinebe, sawi kalabindi todo ma adda, kait yum wala bamu, pamani num ko holdum, pamani num ko holdum, pamani. موريتاني الله عدلني من ثاقب مختار ما تقد تبدلني جنسيتي لابد اتوقعها مولا نبقاها ما قادلي في عزيز ولا خان جنكيس موريتاني نبقوها حرة ما نبقوها مرة رد بالك تفهم انا فلاني خلاقة في موريتاني خلاقة في موريتاني يمان توش à ma nationalité, ne touche pas à ma nationalité. Pour mieux nous écraser, dites qu'on est étranger. On est noir et pauvre, mais on est mauritanien. Alors, c'est le groupe Jamin Teki de Mauritanie, justement, aussi, qui était très actif par rapport à la campagne de lutte et de protestation il y a quelques années. Bon, c'était juste l'année dernière. Il y a eu ce qu'on appelait le recensement au niveau de la Mauritanie qui a aussi permis, malheureusement, au monde de découvrir cette pratique de ségrégation au niveau de la population, M. Anindiko. Oui, le recensement, normalement, un recensement consiste à recenser l'ensemble des populations y résidant ou habitants ou des nationalités d'un pays. Le recensement qui se caractérise en Mauritanie par son système d'exclusion est que il est fait dans l'objectif de donner une majorité illégitime à la communauté arabo-berbère qui est extrêmement minoritaire. Pour être majoritaire, ils utilisent leurs anciens esclaves ou leurs esclaves, qui sont les Haratin, pour se gonfler démographiquement et légitimer leur pouvoir. Malheureusement, nous avons vu que des gens qui sont d'arrière-grands-parents d'ancêtres mauritaniens qui se sont fait réfugier tout simplement sous prétexte qu'ils ont des noms maliens, sénégalais, je sais pas, centrafricains. Voilà. Ce recensement est caractérisé aussi par une chose que personne ne savait ou que personne n'a jamais mis les doigts dessus. C'est-à-dire que tous les esclaves, la majorité en tout cas, des esclaves, c'est-à-dire les Haratines qui sont dans les campements, qui sont dans les petits villages ou dans les ronds-coins, n'ont jamais eu de papier dans leur vie. Ils sont inexistants. Si vous voulez, administrativement, c'est des gens qui n'existent pas. Il n'y a pas de traces. C'est au bon vouloir du maître
que ces gens-là, on leur donne un bout de papier pour uniquement aller voter pour un chef de tribu ou pour leur maître, pour essayer d'avoir un portefeuille ou essayer d'accéder à un poste à une place de député. Hanon Dicko, excusez-moi, maintenant qu'avec tout le combat que vous menez, quel est le message que vous avez envie de lancer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, mais également par-delà la communauté internationale, pour qu'ils vous soutiennent justement à mettre un terme à cette pratique dont, je rappelle, vous êtes un des acteurs, en tout cas ici en Europe, dans le cadre de votre association. Quel est le message finalement que vous avez à lancer? Oui, le message, il doit être très clair dans la tête de chaque personne qui l'écoutera. Aujourd'hui en Mauritanie, plus de 47% de la population vit sous l'esclavage. Ils sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Ils sont pris comme des animaux. Notre message consiste aussi à dire au jour d'aujourd'hui, on a nos camarades qui sont en prison, dont on nommé Biram Ould Abeid, qui est le président de IRA Mauritanie, qui risque la peine capitale. Parce que tout simplement, il a incinéré un livre qui cautionne les pratiques d'esclavage. Il est le président de IRA Mauritanie, qui risque la peine capitale. Parce que tout simplement, il a incinéré un livre qui cautionne les pratiques d'esclavage. Ce livre est considéré comme la charia, la loi islamique en Mauritanie, alors que ce livre n'a rien à voir avec la charia. C'est juste un recueil, un livre de jurisprudence d'un imam qui s'appelle Malik. Et ce livre-là, c'est celui-là qui bloque toutes les lois qu'on peut voter en Mauritanie. Étant une république islamique, la loi de charia prime sur toutes sortes de lois en Mauritanie, que ce soit la loi suprême, la Constitution, et que ce soit des lois votées par l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre message consiste à dire à l'opinion nationale et internationale qu'il est urgent que des bonnes volontés aillent dire aux autorités mauritaniennes de libérer nos camarades qui n'ont commis aucun crime, à part contester juste des écrits dans livres de l'époque, des époques extrêmement reculées et qui sont dépassées. Et que si les autorités mauritaniennes continuent à cautionner ces livres, continuent à croire, continuent à vouloir que le contenu de ces livres soit appliqué, jamais la Mauritanie ne sortira du carcan de l'esclavage. Voilà pourquoi les autorités, au jour d'aujourd'hui, ne veulent pas du tout traiter les problématiques de l'esclavage. Il y a une autre... Oui. Oui. Il y a un autre problème. Oui. C'est que du plus haut sommet de l'État jusqu'au dernier arabo-berbère, ils ont tous des esclaves. Bien. Voilà pourquoi que la justice, que ce soit l'administration, que ce soit les autorités, les plus hautes autorités compétentes, les présidents de la République, que personne ne veut que la loi incriminant l'esclavage ne soit appliquée. Et qu'il est urgent au moins que la peine capitale, qu'on évite la peine capitale à nos camarades qui risquent aujourd'hui la peine capitale. Il y a eu leur jugement, ils ont été relâchés. La justice, pour la première fois, a dit que le dossier est vide. Ils n'ont pas commis de crime ni un acte qui est condamnable par la justice, donc ils doivent être libérés. Malgré tout, les autorités continuent à les séquestrer. Donc, c'est sur cet appel, Hanon Dicko, excusez-moi, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais je crois que l'essentiel l'a été. Et puis, en tout cas, on espère que votre appel sera entendu. Est-ce que, pour finir vraiment, est-ce que vous avez prévu des actions de sensibilisation concrètes ici, en Europe, en France ou ailleurs? Est-ce qu'il y a un rendez-vous là? C'est vrai que vous êtes très actif sur la toile avec le blog que je rappelle, haratine.blogspot.com. Est-ce qu'il y a des activités, des actions qui sont prévues de sensibilisation ici? Oui, effectivement, surtout particulièrement dans la région parisienne. Le samedi 7 juillet, il y a une conférence qui sera tenue par le premier vice-président Brahim Ould Bilal, qui vient de Nouakchott, qui détaillera la situation de l'esclavage en Mauritanie, qui sera aux côtés d'Ibrahim Diallo de Flamme, et puis Bah Haïmoud, qui est un juriste intellectuel. Cette conférence sera tenue à Massy,
et que toute personne qui entendra cet appel peut venir à la bourse de Massy à partir de 14h, entendre réellement ce qui se passe en Mauritanie et qu'il y aura d'autres actions qui vont suivre. Donc la conférence va se dérouler sur 2 temps. D'abord, il y aura des conférenciers qui vont exposer leur thème et ensuite il y aura des questions et réponses. Et à la fin aussi, il y a un dîner qu'on a lancé parce qu'il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'en Mauritanie, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de, comment on appelle, de système social. Les prisonniers aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Donc il y a des filles de la diaspora qui ont initié un repas dîner qui sera, dont les recettes seront versées aux familles des détenus arbitrairement mauritaniens. Merci beaucoup Hanoun pour cette information, mais également d'avoir commenté cette actualité avec nous. Et puis je rappelle